Bonjour à tous, aujourd'hui je vais reprendre le 4 été Cryomar dans votre devoir numéro 1 de l'année qui traite des problématiques de calcul de coût de revient avec différentes méthodes. Alors la première question de votre cas consistait à rappeler l'intérêt de la comptabilité de gestion en coût complet, donc la méthode classique. Et pour l'ensemble d'entre vous, vous avez réussi cette question et je vais reprendre un petit peu en détail. Donc, le coût complet, c'est un indicateur de gestion qui va lui servir à piloter l'entreprise parce qu'on va parfois, on va étudier le passé, donc c'est un peu un coût historique, mais on va s'en servir pour également faire des prévisions en établissant quelque chose qu'on va voir un petit peu en détail qui s'appelle les budgets, et on aura des données préétablies, et après, une fois que le temps aura passé, on va les comparer avec la réalité, c'est-à-dire les données constatées, et on pourra faire un calcul d'écart technique qui nous permettront d'ajuster éventuellement la politique de gestion ou ajuster voilà, prendre des décisions à tous les niveaux. Alors c'est aussi le calcul, le coût de revient euh, d'un produit. Alors on parle essentiellement de produits, ça peut être aussi de prestations de services, permet de fixer le prix de vente aisément puisque on peut appliquer une marge et on peut estimer de manière fiable le bénéfice. Un autre avantage, c'est que cette technique intègre la totalité des charges et on peut réaliser une concordance avec la comptabilité générale, ce qui est un gage de sécurité, hein. C'est-à-dire que si on arrive à retrouver la comptabilité, les valeurs de la comptabilité générale, eh bien on est à peu près sûr que notre système de coût est juste. Parce que n'oublions pas que quand on est étudiant, on fait des erreurs, mais quand on est dans une entreprise complexe avec des produits sophistiqués, complexes, nombreux, qui fluctuent parfois dans le temps, eh bien, les risques d'erreur dans le système de coûts est très élevé. Donc c'est vrai que le fait de pouvoir faire la jonction à la compta ANA, avec la comptabilité générale, présente davantage certains de qualité. Donc on a vu que cette comptabilité en coût complet, comptabilité analytique qui permet de déterminer le coût complet, permet le pilotage de l'entreprise. Alors, ça sera à moyen et aussi à long terme. Ensuite, un autre avantage, c'est que cette technique de calcul de coût complet, elle est très répandue et facilement comprise dans le sens où tous les acteurs qui ont fait un petit peu de gestion ont appris cette technique. Donc que ce soit en études commerciales ou autre, enfin c'est une technique qui est très répandue, alors facile à comprendre pour ceux qui l'ont un petit peu traité. Alors ensuite un autre avantage c'est que elle respecte les obligations du plan comptable et permet d'utiliser cette information pour valoriser les stocks, hein, stocks de produits achetés, hein, que ce soit les stocks d'encours ou des produits finis. Et c'est surtout les encours et stocks de produits finis qui nécessitent d'avoir un système d'information sophistiqué. Voilà, donc je voulais reprendre un petit peu en détail sur l'intérêt d'une comptabilité en coût complet, une comptabilité analytique du type coût complet. Donc la question 2, je ne vous l'avais pas demandé, et on peut passer à la question 3 qui a été très souvent très bien traitée. Donc c'est un petit peu nouveau par rapport à la réforme, hein. On va aussi, comme dans cet exercice, vous donner des parties traitées et qu'il va falloir contrôler, vérifier ou expliquer. Voilà, donc ça c'était le cas. Pour la grande partie d'entre vous, vous avez réussi. C'est le système d'équation X et Y. Si vous n'avez pas réussi, il faut refaire les exercices du cours et y passer un peu de temps. Ensuite, il y avait des questions sur le nombre d'unités d'œuvre du centre de conditionnement. Pareil, là, vous avez été nombreux à trouver la bonne réponse. Et il y avait ensuite pour la différence d'incorporation du centre de distribution, c'était aussi pas très complexe, c'était simplement un problème d'arrondi qui entraînait
Par la suite, il était demandé de justifier les valeurs dans des entrées en stock, évidemment en quantité et en montant. Et c'est là que, pour certains, vous n'avez pas traité la partie valorisation des entrées en stock, ce qui vous a fait perdre des points. Alors, bon, là, c'était une application directe des informations lues dans les consignes. Hein. Il y avait des pertes. Dans tous les cas, on devait trouver une entrée en matière de 8750 kg et 7111 pour ME2. Et dans l'ensemble, vous avez été nombreux à trouver les bonnes valeurs. Par contre, là où vous avez eu beaucoup de difficultés, c'était sur la valorisation des entrées des entrées en stock. Parce que le coût devait tenir compte des charges d'approvisionnement, évidemment. Mais ensuite, il y avait toutes les charges associées à la préparation, donc MOD et le centre préparation. Donc dans le dessous du tableau, vous avez le détail des calculs. Mais il fallait évidemment pas oublier la charge qui s'est rajoutée correspondant à l'enlèvement des déchets. Et ensuite soustraire la valeur du sous-produit qui vient en déduction des coûts. Cette valeur du sous-produit, elle était assez complexe à calculer puisqu'on devait faire un petit tableau avant pour déterminer la valeur unitaire de ce sous-produit avec parce que c'est la marge en fait, c'est la marge qu'on fait sur ce produit qu'on va soustraire des coûts. Hein. Ça vient diminuer les coûts. Donc évidemment, vous aviez les ventes, les distributions, le centre atelier et de la main d'œuvre pour déterminer la valeur de ce sous-produit qui faisait 15 381,25 €. Voilà, vous avez le détail des explications ici. Donc vous pouvez évidemment mettre sur pause le tuto pour pouvoir travailler. Donc on retrouvait ce montant de 15 381 dispatché entre les produits M1 et M2. Voilà, ensuite il y avait le CMUP, on vous posait une petite question sur comment il était calculé, pas de difficulté, vous avez réussi. Là aussi, des écarts de différents inventaires. Alors, je viens juste de corriger les copies, donc je précise un certain nombre de choses, ça concerne pas tous les élèves, mais certains se sont juste contentés de calculs. Avec la réforme du DCG, vous pouvez pas vous contenter de calculs, vous devez expliquer les valeurs. Devant les valeurs, il faut quelques mots pour montrer de quoi, qu'est-ce qui est activé dans la formule qui est proposée ou le raisonnement. Ici, vous aviez l'obligation de dire qu'il y avait une différence entre le stock final et le théorique et le stock final réel, et que ça entraînait des différences d'inventaire. Et que la valorisation, évidemment, se faisait au CMUP. Alors, c'est simple, mais attention à bien répondre aux questions sur l'aspect calculatoire et littéral. Hein. Ensuite, il y avait le coût de revient, le coût du revient du poisson. Donc évidemment, ce coût de revient, c'est une succession de coûts. Certains d'entre vous, vous avez tout mis dans un tableau. On pouvait le faire comme ça, ou on peut aussi dispatcher les différentes étapes. Alors le coût des poissons préparés, on le retrouve dans les fiches de stock en sortie. Il fallait pas oublier ensuite les fournitures, la main d'œuvre, avec un calcul pour la répartition de la main d'œuvre. Et le centre cuisson pour avoir le coût du poisson cuit. Alors ce coût du poisson cuit, on le retrouve dans le calcul de coût des conserves. Voilà, en première partie. J'ai changé de page. Voilà. Alors dans ce coût de fabrication des conserves conditionnées, il y avait une spécificité. Fallait pas oublier les bocaux vides, et il fallait pas oublier non plus l'encours initial et l'encours final.
Donc on voit qu'on a deux valeurs dont il fallait tenir compte. Et vous remarquez que vous y étiez peu guidé, je vous avais averti de cela, hein. C'est-à-dire qu'en fait, on va plus vous guider du tout ou très peu sur les calculs, et à vous de bien connaître l'enchaînement ainsi que les techniques. C'est en fait, dès que vous voyez le mot en cours, vous devez déjà savoir que vous allez devoir mettre en place ce qui a été vu dans les cours et les exercices. Voilà, donc là, vous trouverez en détail les explications concernant l'ensemble des lignes. Et ensuite, on va avoir la génération, enfin, on va calculer les entrées, les stocks de conserve P1 et les stocks de conserve P2. Donc évidemment, on va retrouver le calcul précédent qui était de 250 360,51, on le retrouve les quantités aussi 35 160. Donc toujours au CMUP et avec des différences d'inventaire. Voilà, donc pas de difficulté particulière pour ces calculs de stock. Le coût de revient, c'est toujours la même technique. On retrouve on va retrouver les sorties de 29 600. Alors 29. On va retrouver évidemment les 29 670 en sortie des stocks, par exemple, de produits P2. P2, on va le retrouver évidemment dans le calcul du coût de revient, auquel on va rajouter les charges de distribution et les charges directes de distribution et les charges indirectes du centre administration et le centre distribution. Voilà. Et ensuite, vous aviez un calcul vous aviez un calcul du résultat sur vente. Et on remarquait qu'on avait 0,25 de résultat sur un produit et 1,06. Alors les commentaires ne sont pas à négliger, même si vous savez que les résultats que vous avez obtenus ne sont pas cohérents. Vous devez faire avec vos chiffres. Alors, quelques conseils. Quand vous avez des valeurs, des résultats, un petit tableau à calculer, par exemple, vous savez que le bénéfice total, c'est 41 176, vous divisez par 31 436 pour avoir le pourcentage du bénéfice issu des conserves P2, et puis vous faites la même chose avec P1. Et là, vous pouviez dire que la majeure partie du bénéfice était réalisé par le produit P2, et vous pouvez donner le pourcentage. Même si la réponse vous la savez fausse, faites quand même la technique, montrez que vous savez faire, et si les résultats sont justes, là vous n'avez plus aucun souci. Autre calcul que l'on peut faire, c'est calculer la profitabilité de l'entreprise, c'est-à-dire faire bénéfice sur le chiffre d'affaires. Ça vous donne une idée de l'efficacité de cette entreprise, qui est vraiment très très scolaire quand même, parce que deux produits pour réaliser l'ensemble du bénéfice de l'entreprise, ça me paraît un peu simplifié. Alors, on pourrait conseiller à l'administration de chercher les causes de la faible rentabilité du produit P1, et tout en mettant en garde sur les décisions hâtives, puisque on peut avoir un problème de technique de calcul de coûts. Rappelez-vous qu'on utilise des clés de répartition des charges indirectes qui peuvent impacter fortement. Donc ça, c'est avant de prendre des décisions en disant, voilà, cette activité, est-ce que il faut la continuer ou pas. Dans tous les cas, on doit revoir la politique, les différentes politiques autour de ce produit P1. Politique commerciale, est-ce que les prix sont assez élevés? Politique de production, est-ce que la production est efficace? Politique de suivi des coûts, est-ce que les coûts sont mal maîtrisés? Voilà, et toujours en disant attention, il peut y avoir des problèmes de technique de répartition des charges.
Ensuite, il y avait le petit 6. On vous demandait de faire le compte de résultat simplifié. Bon, c'est un exercice assez technique. Il faut aller chercher dans le sujet l'ensemble des charges, tout en n'oubliant pas les variations de stock. Ceux qui l'ont traité, vous l'aviez pas oublié. Pour beaucoup, vous n'avez pas traité cette partie-là après l'ensemble des calculs qui ont été effectués précédemment. Donc voilà, vous pourrez réessayer de vous entraîner. Et n'oubliez pas que vous avez des techniques un petit peu différentes pour les variations de stock de produits, matières premières et marchandises, etc. Et pour les produits finis et produits en cours qui se trouvent côté produits. Voilà, n'oubliez pas qu'ici, ce qui apparaît dans le compte de résultat, c'est les ventes, hein, c'est pas les coûts de production. Dans le compte de résultat de la comptabilité générale, dans les produits, on a les ventes. Voilà, et on avait dit qu'il y avait une petite dans le compte de résultat traditionnel, il y a une petite difficulté technique parce que d'un côté ici on a les ventes, donc on a le coût de revient plus la marge, et les productions stockées sont stockées ou produits en cours sont déterminés au coût de revient. Donc on a des informations qui sont pas toutes homogènes. Presque il faudrait dans le compte résultat avoir la marge et en dessous coût de revient des produits P1, coût de revient des produits P2, mais c'est pas le cadre comptable français. Ensuite, voilà, la concordance, vous pouvez mettre sur pause et puis la traiter. Vous pourrez vous entraîner sous cette concordance qui est assez complexe. Je vais traiter les points faibles du système actuel de coûts, et ensuite on élargira la critique de la méthode et on proposera autre. Alors là, on peut vous pouvez vous aider des listes des critiques de la méthode pour essayer de voir qu'est-ce qui est adapté au cas que vous êtes en train de traiter. Alors évidemment, la question qu'on peut se poser, c'est comment sont affectées aux centres principaux les charges des centres auxiliaires. C'est pas des pourcentages, 10%, 5%, qui présentent une efficacité forte. C'est un peu, ça, vous ne pouvez pas l'écrire, mais c'est un peu des pourcentages à la louche, peu représentatifs d'une réalité que finalement on ignore. Hein. Voilà. Donc ces centres auxiliaires, cette répartition des centres auxiliaires, des centres principaux, entraîne un arrêt de la traçabilité des coûts indirects. Voilà, on ne sait pas ce qu'ils deviennent. Dans les choix des unités d'œuvre, il faudrait aussi faire peut-être une étude. En tout cas, il y a un questionnement à avoir sur la pertinence de l'ensemble des unités d'œuvre qui sont utilisées dans le cas. D'autant plus que l'entreprise, évidemment, pour s'adapter au marché, elle doit développer la différenciation, et puis la différenciation pour avoir des gammes différentes, des gammes de divers niveaux, hein, en fonction de ses choix, et évidemment avec des prix différents. Donc on voit bien que les unités d'œuvre, dans ce cas, ne fonctionneront pas correctement. Ensuite, il y a peut-être un problème de gestion des stocks. Alors, pourquoi il y a un problème de gestion de stock? Parce qu'il y a des écarts entre les stocks théoriques et les stocks réels. En plus, ces écarts, on les obtient a posteriori, à la fin de l'année comptable, lorsqu'on fait l'inventaire. Et c'est déjà très tardif pour pouvoir piloter de manière fine l'entreprise. Le stock... voilà, donc la méthode du calcul des sorties en CMUP, c'est pareil, c'est peut-être cette méthode doit être interrogée. Est-ce qu'elle est vraiment pertinente dans ce cas de figure? Alors ensuite, je vous avais demandé de critiquer globalement la méthode des coûts complets. Donc c'est bien parce que au départ, on avait l'avantage, et les avantages de cette technique, à la fin, on traite des inconvénients. Des inconvénients, des problèmes, et on va retrouver
les informations qui étaient adaptées, ce qu'on a traité juste au-dessus par rapport à ce cas précis. Alors, on retrouve évidemment la même critique. Hein. C'est une méthode qui est adaptée à la logique de l'offre. Hein. On produit et on vend. On adapte les facteurs de production à ça. Or, maintenant, l'entreprise qui réussit, c'est celle qui s'adapte à la demande, qui est fluctuante, on avait vu que les cycles de vie de produits avaient diminué. Il faut faire beaucoup de différenciation pour pouvoir se différencier de la concurrence. Ensuite, dans cette méthode, on va avoir des gros problèmes quand il y a des changements rapides, puisque elle est faite pour des productions avec des cycles de vie longs elle n'est pas adaptée, elle n'est pas assez réactive lorsqu'il y a des fluctuations d'activité. Certains ont parlé de suractivité, sous-activité, et ils ont eu raison. D'autant plus que quand il y a des changements d'activité, avec cette méthode, on va vraiment avoir des problèmes pour calculer les coûts de revient. Et en plus, j'allais dire les coûts de revient à temps, c'est-à-dire rapidement. Voilà, donc on verra tout à l'heure que la méthode de ABC permet, elle, de suivre la création de valeur. Ensuite, il y a aussi une certaine quand même lourdeur, notamment quand il y a une multiplication des centres d'analyse. Même si la technique est connue, cette lourdeur va être retrouvée dès qu'il y a un certain nombre de produits. Ça peut devenir complexe. L'unité de l'heure de main d'œuvre est très utilisée comme unité d'œuvre, et évidemment elle est de moins en moins pertinente, puisque les charges de structure, la main d'œuvre maintenant n'est plus fluctue pas forcément avec l'activité. Il n'y avait qu'une catégorie de main d'œuvre, c'est les ouvriers, qui peut avoir une variabilité, mais tout le personnel intellectuel de direction, mais leur salaire fluctue pas. Ce sont des charges de structure. Les unités d'œuvre sont essentiellement volumiques, ce qui est pas très intéressant pour le pilotage. Et ensuite, vous avez très souvent parlé du subventionnement, c'est-à-dire que si les unités d'œuvre ou les clés de répartition ont été mal choisies, eh bien on transfère de la charge d'un produit sur une autre. Donc on peut avoir un produit que l'on pense très rentable, et c'est simplement parce que il s'est délesté entre guillemets de charge sur une autre activité. Alors une méthode pourrait pallier à ce type de problème et plus adaptée aux évolutions, c'est la méthode ABC, qui est une méthode de calcul du coût complet qui s'inspire du découpage stratégique de l'entreprise, de l'activité de l'entreprise. Donc on découpe en activités les process, et on cherche à faire coïncider des unités d'heure. On va faire des simplifications, on va faire un plan quand des activités ont les mêmes inducteurs représentatifs de leur évolution, eh bien on peut les regrouper, donc on va faire des simplifications. Et dans tous les cas, la méthode ABC décrit les organisations comme un ensemble d'activités, et part du principe que les activités consomment des ressources et que les produits consomment des activités. Alors l'intérêt de cette méthode, c'est que elle se centre sur les activités et non pas sur les produits, même si au bout les produits consomment des activités. L'utilisation de l'activité comme élément ouvre la possibilité de calculer des coûts de processus, de services spécifiques. Par exemple, le service maintenance, le service qualité. Cette méthode est adaptée à la logique de la demande, de la perspective du client, et elle est très en lien avec la notion de création de valeur. Les inducteurs de coûts correspondent à des facteurs de causalité qui déterminent la consommation
des ressources dans les objets de coût. Et elle permet de relier, alors la méthode ABC permet de relier la comptabilité analytique et la stratégie, car on identifie les activités qui créent de la valeur, puis le suivi des facteurs clés du succès. Donc création de valeur, facteurs clés de succès et indicateurs avec des possibilités de calculer des coûts de processus autres que le produit. Voilà. Donc on peut chercher à faire des économies avec des notions transversales. Par exemple, qui s'occupe de la qualité, est-ce qu'on peut faire des économies ou est-ce qu'il faut accentuer les dépenses sur le process qualité qui par exemple se retrouvait dans plusieurs services ou plusieurs ateliers. Voilà, donc c'est une méthode qui est plus qui présente des avantages et ici vous n'êtes pas demandé des inconvénients, mais évidemment elle en a aussi. Voilà, j'espère que vous aurez pu réviser un petit peu l'ensemble des notions qui étaient abordées dans ce cas assez complet sur la méthode des coûts de revient et la méthode ABC en ligne de mire. Merci pour votre écoute. Au revoir.